J'ai bien compris qu'il y avait quelque chose de dysfonctionnel dans ma façon de relationner avec les autres, parce qu'il y avait toujours cette colère, cette rage, cette souffrance qui prédominait. Je me sentais comme un volcan et ça fait que, comme s'il y avait un champ de mines autour de moi et n'importe qui approchait, ça explosait dans tous les sens. Oh là là, les mines dans tous les sens, c'était un champ de bataille. Salut à tous, je m'appelle Aurélie, je suis masseuse de bien-être et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast que j'ai appelé Encore Massage, le podcast. Aussi, j'ai un cabinet à Cergy dans le 95 et un autre à Paris dans le 18e où je peux vous recevoir pour vous faire virevolter l'essence dans un espace de relaxation. La thématique centrale de ce podcast, ça va être le bien-être dans son corps, dans sa tête, avec son environnement et avec son entourage. Avec tout ça, j'espère pouvoir contribuer positivement à votre bien-être et apporter quelque chose en plus dans votre journée. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur des plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast, YouTube. Et si vous en ressentez l'élan, vous pouvez vous abonner, partager les vidéos, écrire un commentaire et donner une note au podcast. Dans ce deuxième épisode, j'aimerais vous partager mes réflexions au sujet du bien-être mental, parce que pour moi c'est primordial de consolider pour soi-même une bonne santé mentale, pour bien vivre avec soi-même et avec les autres. Et donc dans cet épisode, j'aimerais faire quelques trigger warnings, donc des avertissements par rapport au sujet que je vais aborder. Je vais parler d'envie suicidaire, je vais parler de violence intrafamiliale et d'abus sexuels. Et peut-être d'autres choses, mais voilà, je pose déjà ça dès le début pour protéger votre sensibilité, pour savoir si c'est ok pour vous de regarder ça aujourd'hui. Alors dans cet épisode, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, mon cheminement, pour aller vers une meilleure santé mentale aujourd'hui, puisque je pars de loin. J'ai grandi dans un climat familial assez violent, puisque malheureusement mes parents ont grandi également dans un climat familial violent, donc ils n'ont pas pu transmettre ce qu'ils n'ont jamais reçu. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient, comme ils pouvaient. Et donc ça fait que aujourd'hui avec mes grandes sœurs, j'ai 2 grandes sœurs, on doit vivre au quotidien avec certaines peurs, certaines insécurités, certains blocages, certains traumas que nos parents nous ont transmis. C'est chouette comme héritage, mais heureusement on n'est pas forcé de vivre avec ça. C'est pas une fatalité. On peut déconstruire tous ces blocages, on peut guérir tous ces traumas. Heureusement, on peut transformer notre réalité, on peut transformer notre vie. On n'est pas condamné à sombrer. Et ça, j'avais pas compris. Quand j'étais adolescente, j'avais pas compris que j'avais le pouvoir de changer les choses. Je me sentais empêchée, censurée, je me sentais bloquée, je me sentais acculée dans ma vie. Du coup, j'emmagasinais énormément de colère, énormément de rage, énormément d'agressivité, notamment de l'agressivité passive dans mes relations interpersonnelles, enfin des trucs abusés quand j'y repense. Mais après je les ai appelés ces gens, je leur ai dit franchement je suis désolée, je me suis très mal comportée avec toi, pardonne-moi, j'étais vraiment mal dans ma peau, et ils étaient genre t'inquiète, c'est du passé, merci pour tes excuses. Franchement j'ai fait cette démarche parce que j'avais honte de certains comportements, mais bref. C'est triste à dire, mais soit c'était la colère qui ressort et qui est projetée sur les autres à l'extérieur de moi, donc beaucoup de violence émotionnelle, beaucoup d'agressivité. Soit la colère, on la refoule très très loin et après on est en dépression. Ou alors cette colère, elle était retournée contre moi parce qu'elle savait pas par quel chemin passer pour sortir, et donc des scarifications, taper dans les murs, enfin voilà, tout ça, ça fait partie d'un processus de compensation, voilà, que le corps il sait pas comment gérer cette intensité, il cherche des moyens et c'est pas forcément les plus constructifs tant qu'on n'a pas conscientisé le mal que ça peut faire et qu'on n'a pas les outils, les connaissances pour faire mieux. C'est comme ça, toutes les maladies psychosomatiques, où on pense qu'on est calme, on s'énerve jamais, c'est normal, on est des gens zen, mais en fait il y a des gens, ils ont juste ce couvercle qui fait tout péter à l'intérieur, et après on s'étonne d'avoir des cancers de ci, des cancers de ça. J'ai bien compris qu'il y avait quelque chose de dysfonctionnel dans ma façon de relationner avec les autres, parce qu'il y avait toujours cette colère, cette rage, cette souffrance qui prédominait. Je me sentais comme un volcan, et ça fait que, comme s'il y avait un champ de mines autour de moi, et n'importe qui approchait, ça explosait dans tous les sens. Oh là là, les mines dans tous les sens, c'était un champ de bataille.
Et du coup, toutes ces suractivités, je savais pas qu'on pouvait les désactiver. Moi, je pensais que j'étais baisée. Non, je veux dire que c'était fini, quoi. Et du coup, pardonnez-moi cette vulgarité. Et quand on me disait, non, mais je pense qu'au vu de ta situation personnelle, ce serait pas mal de consulter un psy. Moi, je vivais ça comme un affront. Je trouvais ça révoltant. Enfin, moi, je trouvais ça presque haineux. Comme si la personne, c'était une attaque personnelle pour m'insulter. Je sais pas, moi, à cette époque, qu'est-ce qui se passait dans mon système pour que je me dise que ça, c'était une attaque personnelle, du mépris. Je sais pas. Parce que dans ma tête, j'avais emmagasiné les informations suivantes. Que on va consulter seulement si on est fou. Alors, si mère, la psychophobie, que j'avais intériorisée par ma famille. Et ensuite, que c'est les gens qui ont des vrais problèmes. Soit dit en passant que moi mes problèmes étaient faux, ça minimise notre sensibilité, ça minimise notre souffrance et du coup c'est quoi des vrais problèmes? C'est, je sais pas moi, des gens qui ont été torturés quelque part dans le tiers-monde ou je sais pas quoi, qui ont des vrais syndromes post-traumatiques parce qu'ils ont vécu un accident de la route ou alors on a essayé de les kidnapper, on les a violés ou je sais pas quoi et que là c'est un vrai sujet mais que tout le reste, bah... Ça va, franchement, tu peux te débrouiller tout seul, t'as pas des vrais problèmes. Ils sont pas assez gros pour qu'on les prenne en considération, t'es pas légitime. Voilà, c'est des informations comme ça que j'avais emmagasinées. Ou alors le fait d'avoir peur de l'addiction aux médicaments, parce que j'avais des amis qui m'avaient parlé de leur psychiatre, qui leur avait prescrit des antidépresseurs, avec des somnifères, avec je ne sais quoi, et que du coup après ils devaient augmenter les doses parce que ça suffisait plus, ils ressentaient plus les effets, ils retombaient dans un gouffre, et que après il y avait des effets secondaires, et j'étais là genre oh là là, moi j'ai pas envie de galérer avec des symptômes comme ça, mais il y a d'autres personnes qui me disaient franchement c'était microdosé, ça m'a fait un bien fou, ça stabilise mon humeur, ça me permet de fonctionner normalement tous les jours, de garder ma motivation au top, sans ça pour l'instant j'y arrive pas, mais c'est temporaire et dans ma tête je me disais non mais en fait quand tu prends des cachets c'est pour toujours, après t'es drogué, tu peux plus te lever de ton lit, t'es groggy toute la journée, t'es en PLS et du coup je savais pas quoi faire de ces informations contraires. J'étais là genre mais vous dites l'inverse, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il y avait ça. Après il y a aussi ce truc d'aveu de faiblesse soi-disant, comme s'il y avait cette injonction à être fort, à être puissant, à être productif, à être résilient, coûte que coûte, et que du coup, demander de l'aide, c'est un aveu de faiblesse, ça veut dire que t'es impuissant, tu sais pas faire face. Il y a des amis hommes qui me disaient aussi non mais je peux pas aller voir le psy parce que c'est un truc de meuf. Et je me dis ah bon, c'est réservé à un genre, mais pas pour d'autres genres. Donc voilà, il y a plein de mauvaises informations qui circulent, ou enfin c'est juste des croyances tout simplement qui circulent, et après on s'empêche d'accéder à un état où on va se sentir mieux pour tout un tas de choses. Ou alors il y a d'autres témoignages que j'ai entendus comme quoi ouais quand je suis partie voir tel psy c'était ma première démarche, c'était hyper dur, c'était hyper courageux pour moi de faire ça et ça s'est hyper mal passé, du coup plus jamais je vais entendre parler de psy. Enfin c'est trop dommage parce que des fois il y a des professionnels qui ont le comportement qui est pas forcément bienveillant et du coup si c'est la première démarche c'est hyper dur d'y retourner en fait. Donc il y a des mauvaises expériences après qui dégoûtent de la démarche alors que la personne avait sûrement vraiment besoin d'aide. Ou alors il y a ce truc de se dire c'est cher, c'est long, c'est de l'arnaque, ça sert à rien, ou je sais pas, alors qu'il y a plein de budgets différents. Il y a des centres médico-psychologiques dans chaque commune ou dans, je sais pas si c'est dans toutes les communes en France, mais en tout cas renseignez-vous s'il y en a un près de chez vous. Et c'est gratuit. Mais c'est vrai qu'il faut attendre un peu plus longtemps qu'une consultation normale. Et ça dépend des praticiens. Il y en a qui vont avoir un tarif plus ou moins élevé, donc renseignez-vous. Et il y a toutes les pratiques possibles. Il n'y a pas que le format psychanalyse ou psychologue. Il y a aussi des formats plus artistiques où il y a de l'art-thérapie, de la danse-thérapie, il y a d'autres approches voilà, plus artistiques, ou bien des thérapies courtes, parce qu'on a toujours tendance à se dire ok la thérapie c'est long, il y a des gens 20 ans après ils sont encore là-dedans à prendre rendez-vous une fois par semaine, franchement ils ont réussi à financer la maison du praticien tellement ils ont donné d'argent sur 20 ans, oh là là c'est une contribution financière à la personne. Mais du coup, heureusement, il existe des thérapies brèves, moi que je trouve plus efficaces, mais après c'est en fonction de vos besoins.
Il y en a, ils vont avoir besoin d'un accompagnement long et tu peux pas juste gérer le problème en 10 séances. Tu as besoin que ce soit plus long. C'est parce que c'est une transformation progressive sur la durée. Et d'autres personnes qui sont plus autonomes à certains endroits, qui ont besoin d'aide ponctuellement sur un sujet précis, et une thérapie brève, ce sera peut-être plus adéquate. Et donc, en quelques séances, 5-6 séances, ça va déjà beaucoup mieux. On a réussi à désamorcer quelque chose d'énorme qui bloquait dans le quotidien. Donc du coup, j'ai envie de parler des techniques qui n'ont pas marché pour moi d'abord. Et ensuite, je vous parlerai des techniques qui m'ont aidée. Parce qu'on est là pour s'encourager, hein. Donc pour moi, la psychanalyse, ça a été quelque part utile pour démêler un petit peu mon histoire, pour savoir quel est le lien de causalité avec cette douleur que j'ai ressentie, cette souffrance émotionnelle à tel endroit avec telle personne. Donc voilà, peut-être c'est un déblayage intéressant au début quand on commence cette démarche de guérison, d'introspection. Donc j'ai l'impression que toutes ces séances d'analyse en long, en large, en travers, d'interprétation, d'explication, ça m'a donné des compétences moi-même pour très très bien analyser mes ressentis et les expliciter, les verbaliser. Et en même temps, j'ai cette tendance à intellectualiser mes émotions au lieu de les vivre. Parce que ça bloque, ça veut pas sortir de manière fluide. Et du coup, je me dis, ok, donc là, je suis triste. Parce que cette personne m'avait donné son accord pour tel truc, mais finalement, elle s'est désengagée. Donc là, je suis un peu déçue. Je suis un peu triste. Je suis un peu frustrée. Voilà. Bon, je vais faire autre chose. Mais du coup, je trouve que c'est pas ça, vivre ses émotions. C'est-à-dire, on a fait un état des lieux, je me sens comme ça, comme ça, comme ça. Mais peut-être qu'il faut le vivre, dans le sens, allez, pleure. Je sais pas, t'as le droit de t'énerver, t'as le droit de, je sais pas, d'en vouloir à la personne, t'as le droit d'exprimer ça chez toi tout seul. Mais après, quand t'envoies un message à la personne pour dire, ok, j'entends que finalement tu pourras pas venir, merci d'avoir prévenu. Bonne journée. T'as le droit de prendre ce temps, de lâcher tout ce qu'il y a à lâcher. Et après, une fois que c'est passé et que tu te dis, ok, bah j'avais besoin de ça, mais cette personne ne peut pas répondre à mon besoin, et bon, ça me fait du mal, ça fait chier parce que vraiment j'avais des attentes. Allez, je trouverai quelqu'un d'autre, ou je trouverai une autre façon, mais cette personne, je vais pas projeter toute cette agressivité, toute cette intensité sur elle, au risque de perdre le lien. Moi j'ai l'impression que dans la psychanalyse, on répond beaucoup à la question pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui s'est passé avec tel parent, avec telle personne, pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui. Mais ça me donne pas l'impression de répondre à la question comment je fais aujourd'hui pour m'en sortir, comment je fais pour aller mieux. Enfin en tout cas c'est pas l'expérience que j'en ai. Et même à la fin de la séance j'étais souvent frustrée parce que c'était l'heure et qu'il fallait couper la séance. Évidemment, on va pas prendre toute la soirée hein, avec le praticien ou la praticienne pour lui parler de nos problèmes, mais c'est-à-dire que si c'était 45 minutes ou 50 minutes, je sais plus la durée, moi j'avais l'impression qu'on m'avait coupé à un moment où j'étais partie dans une verbalisation, dans une expression de quelque chose qui était très lourd pour moi et j'étais dans un pic et on m'a coupé en plein milieu et après on me dit bon, on se voit la semaine prochaine, même heure. Ça fera 60 €. Merci madame et bonne journée. Et j'ai genre, déjà, attends, quoi et moi, ça m'a coupé dans un élan. Et après, pour redescendre, oh, c'était affreux. C'était affreux. J'étais là, genre, désorientée. Je sortais du cabinet, j'étais dans un état émotionnel en détresse, quoi, de m'être replongée dans tous ces souvenirs désagréables et souffrants. Et après, ça mettait des jours à redescendre. Et ensuite, il fallait remettre ça la semaine d'après. Et j'ai genre, ok, non, c'est... Je vois pas l'intérêt. Je me sens pas mieux. Limite, depuis que j'avais commencé à consulter, c'était pire parce que j'étais dans un état... Tu sais, comme si t'avais remué toute la vase qui remonte à la surface et l'eau, elle est dégueu. Et toi, t'es là genre, je vois rien. Tu sais, c'est pas... Je trouve que l'efficacité, peut-être que c'est des années après. Mais du coup, voilà, moi je trouvais que c'était pire, donc j'ai arrêté. Je me suis dit, mais il y a d'autres approches, peut-être. Quelques temps après, je me suis dit, non, mais vas-y, teste.
On t'a dit qu'il fallait plusieurs essais, qu'il faut pas se décourager à la première déconvenue, faut persister, persévérer. Donc j'ai trouvé une autre praticienne, une psychologue il me semble, et du coup moi je me sentais mal avec cette personne. Quand on dit il faut trouver le feeling, bah c'est vrai, parce que du coup j'avais l'impression que cette personne elle était hostile avec moi. Enfin je sais pas, il y a un truc où cette personne, j'ai l'impression qu'elle est froide dans cette alliance thérapeutique qui est nécessaire de créer avec son thérapeute pour justement que ça fonctionne, la guérison puisse y avoir accès. Et bien, il faut créer une espèce d'alchimie où on est en confiance, on se sent en sécurité, on a envie d'y aller, on se sent bien accompagné, contenu, encadré. Enfin voilà, c'est vraiment un état. Si t'as pas cette sensation-là, t'as l'impression déjà que tu perds ton argent, que tu te fais du mal et qu'il se passe un truc, ça sonne pas juste. Et quand je lui posais des questions, peut-être moi aussi je pose des questions trop personnelles, mais j'avais besoin de créer un lien de complicité. Cette personne mettait une barrière pour dire on va revenir à vous. Et quand je disais oui mais vous c'est quoi vos trucs qui fonctionnent, les activités sportives que vous faites, c'est quoi les choses qui vous font vibrer, peut-être je peux m'en inspirer, peut-être on peut être dans une dynamique de binôme pour atteindre la guérison, moi je veux faire équipe avec vous, je suis à fond, je suis avec vous. Et t'es là genre hmm. Enfin, je sais pas, c'est une attitude et je suis là genre, je suis toute seule dans mon délire en fait, j'ai envie d'être là, de contribuer. Et elle me cadrait pas, elle me disait juste, partagez-moi comment ça s'est passé cette semaine pour vous. Ah. Et je sais pas, il y avait pas d'écho, quelqu'un qui réagit à ce que je dis, juste quelquefois par intermittence, elle me donne une longue tirade sur selon Freud et selon je sais pas qui, le père, je sais pas quoi, et moi j'étais là genre, non, ça me correspond pas. Cette thérapie, elle me correspond pas. Moi, je pars dans toutes les directions, elle me cadre pas. J'ai l'impression d'aller partout et nulle part à la fois. Et à la fin, bon ben voilà, à la semaine prochaine. Voilà. Enfin, je sais que la première psychanalyste, elle était présente émotionnellement. Je la sentais investie par le regard, par l'attitude, elle était avec moi. Tandis que cette femme-là, elle était déjà pas face à moi, tandis que la première était face à moi. Elle était en décalage. Et quand je lui disais ah, j'ai fait un tableau pour vous montrer ce que je pense de certaines perspectives ou prises de conscience que j'ai eues par rapport à certaines interactions familiales ou certains trucs avec des collègues, et je vous ai préparé un tableau, enfin j'étais trop fière de mon truc en me disant que regardez, je contribue dans ma thérapie, je suis là, je suis pas juste passive, je suis à fond avec vous. Elle a même pas regardé. Et je disais genre ah, ça vous intéresse pas? J'ai pris 4 jours à faire ce travail. J'ai mis des couleurs, ok? J'ai fait des flèches. Du coup, pour moi, c'était un truc de fou. J'avais fait un travail d'analyse, j'étais trop fière. Elle a même pas regardé. Elle dit oui, oui, oui. Écoutez, comment ça s'était passé cette semaine pour vous? Et du coup, elle recentre le truc, mais moi, je me sentais pas prise en considération et c'était hyper frustrant. Et je me disais, mais en fait, cette femme, je peux pas travailler avec elle de la façon dont j'ai besoin pour me sentir investie, me sentir présente. Là, on me demande d'aller partout et nulle part et je voyais pas de résultat. Je partais de là, j'étais frustrée, j'étais en colère contre elle. Des fois, je lui disais des trucs et genre, elle me disait franchement, c'est ridicule. J'étais genre, pardon? Et du coup, elle me juge et tout. Elle me dit, mais c'est n'importe quoi ça, on est d'accord. Et j'étais genre, bref, c'était pas pour moi. C'est nul ce que vous me dites, c'est ridicule. Ou je sais pas quoi, je me dis, mais où est-ce qu'elle a eu son diplôme cette dame? C'est pas possible. Et j'étais choquée, je me dis, mais même moi, j'ai pas fait d'études de psychologie, mais je me doute que c'est pas normal. J'ai testé autre chose parce qu'après je cherchais des thérapies un peu plus rapides, un peu plus ciblées, et du coup on m'a fait parler de l'EMDR. Et moi à la base je cherchais un praticien EMDR et je suis tombée sur quelqu'un qui mélange des techniques. Et ce jour-là, ce monsieur, parce que c'est la première fois que je testais la thérapie avec un homme, je me disais oula, je sais pas ce que ça peut donner. Est-ce qu'ils ont la même sensibilité que les femmes? Est-ce que ça va accrocher ou pas? Et du coup j'y suis allée, donc voilà, je fais le premier rendez-vous. Et il m'explique que non, on va pas faire le MDR tout de suite, on va faire une technique qui s'appelle le détachement de traumatisme. Et du coup, moi je connaissais pas. Donc il m'explique, oui, alors on tapote sur les genoux à une certaine vitesse, à une certaine intensité, et toi tu fermes les yeux, et là on part dans les souvenirs, on choisit un sujet de base, et ensuite tu fermes les yeux, moi je tapote, et ensuite tu me décris ce que tu vois.
et à la fin on débrief et c'est un peu comme ça que ça va se passer. Moi je me dis vraiment tapoter sur les genoux de quelqu'un ça va l'aider? Donc moi je connaissais pas tout le système nerveux, comment ça fonctionne, les points d'acupressure ou je sais pas quoi, comment c'est interrelié dans le corps, je connaissais pas tout ça donc je teste et après moi j'ai plein de visions, plein de trucs, je ressens un peu de la peur parfois et donc je me dis ah ok donc il se passe un truc quoi, c'est concret. Donc je me dis ok bah on va tester cette thérapie là, donc je fais 2-3 séances. Et après, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a un contre-transfert thérapeutique qui se passe. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce truc. Le transfert, contre-transfert, dans le cadre d'une thérapie. Si vous ne connaissez pas, je vous débriefe en quelques mots, c'est le fait de ressentir des émotions intenses pour le patient. Donc c'est-à-dire que si c'est le thérapeute qui ressent ça pour le patient, donc c'est un contre-transfert positif, il va projeter quelque chose de positif ou se dire waouh, j'ai accès à des informations très privées, très intimes. Et du coup, en découvrant cette personne, je suis éblouie, je sais pas. Et donc, le thérapeute peut tomber amoureux voilà, de son patient. Et à l'inverse, il peut y avoir un contre-transfert négatif si le thérapeute il est dérangé par certains aspects de la personnalité de son patient et donc il va peut-être le mépriser. Et donc voilà, contre-transfert négatif. Et dans l'autre sens, si on part du patient vers le thérapeute, ça s'appelle un transfert positif ou négatif. Et donc voilà, vous appliquez les adjectifs qui vont bien dans l'autre sens. Tomber amoureux de son praticien ou le détester ou l'inverse. Et du coup, moi, je me retrouve face à cette situation où je sens que moi, je suis là, dans une demande, donc quelque part, je lui donne mon pouvoir et je lui parle de certains traumas sur la confiance envers les hommes en particulier. C'est compliqué pour moi parce que j'ai eu quelques expériences douloureuses et donc se sentir en sécurité, en confiance avec les hommes, c'est compliqué. Et du coup, lui, il me dit, t'inquiète pas, moi, je vais prendre soin de toi et tu n'auras plus jamais à avoir peur des hommes. Et du coup, voilà, j'étais un peu troublée. Et après, ça s'est intensifié le bordel. Ça s'est intensifié et là, il commence à me dire t'es amoureuse de moi et puis c'est juste que t'en as pas encore conscience. Et c'est parti dans un délire et j'étais là genre what? Et, et donc, je me suis renseignée parce que je me suis dit attends, on a affaire à un truc là, c'est quand même incroyable. Et j'ai jamais entendu parler donc j'ai fait des recherches et là, je vois que ça existe et que c'est documenté et que c'est pour ça que les thérapeutes et les médecins qui s'occupent de la santé mentale des gens comme ça, ils se font superviser parce qu'il y a des risques comme ça de transfert contre transfert et il faut rester centré, il faut cadrer la séance. Tu peux pas partir en roue libre comme ça, oh je sens que tu es amoureuse de moi, tu n'as juste pas encore conscience et ça n'existe pas normalement. Ou alors c'est courant peut-être que les patients tombent amoureux parce que le praticien ou le thérapeute, il représente une autorité, où il a un pouvoir, où il a une aura, il a un charisme, il représente l'aboutissement de quelque chose que nous, on aspire à avoir, à obtenir. Et donc, il y a ces trucs d'admiration qui se transforment en projection de sentiments amoureux ou quelque chose comme ça, alors que la personne, on ne la connaît pas. Hein. Elle a accès à plein d'informations sur nous, mais nous, on n'a rien. Et c'est juste une idéalisation, en fait. Une idéalisation qui nous fait rentrer dans un fantasme. Et après, on est là, les yeux au cœur. Et dans cette documentation, ces recherches que j'ai faites, il y avait ces femmes qui peuvent s'apprêter d'une certaine façon avant d'aller voir le thérapeute. Parce qu'il y a ce truc en mode, je crois que c'est un date, je sais pas. Il y a ce truc de vouloir se mettre sur son meilleur profil pour plaire en fait. Et du coup, t'es plus vraiment dans ce truc de sincérité, d'authenticité sur ce que tu ressens vraiment. Tu vas avoir tendance à cacher des informations parce que t'as pas envie que ce soit honteux devant cette personne, que t'as envie de séduire quelque part. Et du coup, on n'est plus dans un truc thérapeutique en fait. Et c'est au thérapeute ou au praticien ou à la praticienne de cadrer tout ça en fait parce que c'est courant, mais il faut le savoir. Donc j'étais trop contente d'avoir découvert ça, je me suis dit ok donc là il peut y avoir des abus de confiance et des abus de pouvoir par ce biais-là. Il y a des gens s'ils sont mal intentionnés, ils peuvent totalement profiter de la vulnérabilité de leur patient ou de leur patiente et du coup être eux-mêmes des bourreaux et des abuseurs et alourdir le trauma des gens alors qu'on vient pour avoir de l'aide. Et donc voilà, il faut juste être vigilant là-dessus même si voilà j'ai pas envie de
J'ai pas envie de vous dégoûter d'aller chercher de l'aide, c'est juste qu'on reste des êtres humains, qu'on prête notre pouvoir à quelqu'un pour qu'il nous aide, et en même temps il faut garder une certaine lucidité sur est-ce que ça sonne juste ou pas, parce qu'il peut y avoir des dérives, et il peut y avoir des choses assez surprenantes dans les interactions qu'on peut avoir avec son thérapeute. Bah moi je me suis extrait de cette thérapie, je me suis dit bah si c'est ça non merci, donc c'est pas grâce à toi que je vais avoir confiance aux hommes, excuse-moi. Et du coup, quand je lui explique ce truc de transfert contre transfert, des recherches que j'ai faites, il me dit mais non, arrête de chercher, vraiment tu te prends la tête, vis l'instant présent, t'inquiète pas, nous ça va être une belle histoire d'amour et t'inquiète pas, si t'as des problèmes avec la pénétration, moi je sais faire. Et moi je vais te montrer comment on fait. Et c'est genre, oh, faut le signaler ce monsieur. Voilà. Heureusement, il s'est rien passé de traumatisant pour moi parce que j'ai coupé court à cette thérapie. Mais je me dis, pour des femmes qui sont peut-être plus sensibles, plus fragiles émotionnellement, et il y a quelqu'un qui se positionne comme la personne qui sait, la sachante, qui a du pouvoir, qui a les connaissances, qui a le savoir-faire, l'expertise, et qui dit des trucs comme ça. Et du coup, on se dit, ok, c'est bizarre, mais peut-être c'est normal. Je sais pas, c'est jamais normal, mais tu sais, on est influencé. On se dit, bon, très bien. Et puis, c'est vrai que je ressens un petit truc pour cette personne. Peut-être que, oui, le désir, il parle du désir. Oui, je ressens du désir, donc peut-être qu'il faut le consommer. Ah, peut-être c'est normal. Et je me dis, mon Dieu, c'est comme ça qu'on détruit le cerveau des gens. Un petit peu plus. Et voilà, il y a une très très grande responsabilité envers les thérapeutes et on ne peut pas utiliser ces patients pour satisfaire ses besoins. On est là pour les aider, on est là pour les accompagner et on ne peut pas satisfaire ses besoins sur les gens comme ça. Surtout qu'ils sont dans un état vulnérable, ils demandent de l'aide, ils sont pas bien, ils sont dans une détresse et non, non, c'est tellement irresponsable et c'est pas du tout éthique, ni déontologique, il n'y a rien qui va quoi. Voilà, j'avais envie de déposer ça ici. Donc ça c'était les 3 premières thérapies que j'ai faites qui m'ont pas contribué, vous entendez bien pourquoi. Et heureusement par la suite je suis tombée sur des personnes extraordinaires. Moi ce que je trouve vraiment tragique avec les traumas qu'on peut avoir dans l'enfance qui nous accompagnent après dans notre vie d'adulte, c'est que tout ce qui nous a semblé familier et habituel dans ces climats dysfonctionnels, c'est que on va avoir du mal après coup à les conscientiser, à les pointer du doigt pour nous-mêmes, à observer que ce n'est pas normal, que c'est dysfonctionnel, à les identifier tout simplement, à se dire non, ça il faut dire stop, ça il faut dire plus jamais, ça il faut dire non, parce que en vrai ça se fait pas et c'est pas comme ça qu'on devrait me traiter, c'est parce que je mérite. J'ai l'impression que moi j'ai dû mettre du temps avant de me dire que c'est pas ok, que ça se fait pas, ça se dit pas, qu'on me traite pas comme ça, parce que tellement j'étais habituée à la violence, que ce soit verbale, émotionnelle, physique, que ce soit sur la façon dénigrante de considérer mes capacités, que ce soit pour savoir dire quelque chose ou savoir faire quelque chose, de recevoir un feedback qui est un peu dénigrant, un peu méprisant. Et que je pense que bah, c'est normal d'être considéré comme ça et c'est normal de manquer de confiance en soi et enfin de pas comprendre le lien que on peut pas avoir confiance en soi si on a quelqu'un qui nous explique que c'est de la merde ce qu'on fait et du coup qu'on prend un certain ton pour le dire et que le fond peut être quelque part vrai et constructif mais la forme elle est éclatée et qu'on ne s'adresse pas à nous comme ça quoi. Enfin moi j'ai mis du temps à me rendre compte qu'il y a des choses qu'il faut plus que ça passe quoi. On tolère, on prend sur nous, on absorbe le truc et en fait c'est ultra toxique pour nous dans notre propre auto-perception, auto-considération, l'amour de soi, comment on peut la nourrir avec ce genre de comportement, enfin faut arrêter d'accepter ça. Et j'ai mis un temps fou à identifier parce que tellement c'est normalisé, c'est banalisé dans notre système qu'on le voit même plus, on voit même plus que c'est une dinguerie, que ça se fait pas, que ça se dit pas et que s'insurger, les gens ils vont nous regarder genre non mais c'est bon,
t'es un peu susceptible. Parce qu'il y a une espèce de violence banalisée, et du coup, quand nous on se dit non, je ne tolérerai pas qu'on me parle comme ça, ou non, ça passe pas, que les gens ils s'étonnent, ils se disent ah bon, ah ok, ça passe pas. Bon, pourtant j'ai pas dit grand chose, hein. J'ai juste dit que t'étais une grosse conne, c'est tout. C'est genre... Et du coup, je sais pas, pour moi c'est lunaire maintenant de me dire que y a plus rien qui passe. Y a plus rien de dégradant, dénigrant, méprisant, ça passe plus. Parce que avant dans mon système, c'était. Ça filtrait même pas. C'était genre, ça passe, tu vois. Et un jour, avec toutes ces expériences qui m'ont aidé à mieux m'auto-évaluer, mieux m'auto-percevoir et mettre en avant mes valeurs et que je me dise, mais attends, cette façon de me parler, ça colle pas avec ce que je suis aujourd'hui. Ça passait là, quand j'avais 17 ans et je savais pas qui j'étais perdue, je voulais mourir et je savais pas ce que je valais et j'étais dans un truc d'auto-mépris, auto-abus, auto-destruction. Et c'est après, quand on a pris conscience de tout ça, qu'on est capable de vraiment se révolter et de vraiment arriver à un stade où il n'y a plus rien qui passe et on peut enfin s'affirmer. Mais je trouve que ça nécessite un cheminement, ça nécessite un apprentissage de comment on se perçoit, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos zones de points forts, nos zones d'amélioration, avoir une meilleure perception de qui on est pour que les gens derrière ils arrivent et ils font pas n'importe quoi, ils disent pas n'importe quoi et qu'après on se dit oui mais je suis victime, cette personne est méchante avec moi et c'est pas normal, c'est injuste et pourquoi est-ce qu'ils sont méchants, le monde est méchant, nanana. On peut continuer à se raconter ça dans notre tête ou à se dire plus jamais cette personne elle me parle comme ça en fait. Je vais me débrouiller pour que ce soit la dernière fois. Je vais imaginer un futur alternatif différent. Ça, plus jamais, ça n'interviendra. Je sais pas, soyons créatifs. On peut plus laisser passer des trucs où on se sent dépossédé après coup. Ou, enfin, je sais pas. On a vraiment un pouvoir là-dessus de se dire mais plus jamais cette personne me parle comme ça. Quitte à ce que je change de travail, ou je change de service, ou je change de partenaire de vie, ou je change de groupe d'amis. Je sais pas, je change de lieu de vie, changer quelque chose, mais au bout d'un moment, on peut pas juste accepter, comme ça, que ça se reproduise et que se dire, oui, bah, c'est ce que je connais, donc moi c'est familier, moi je vois pas en quoi c'est choquant. Enfin voilà, faut juste ouvrir les yeux. Ça s'ouvre au bout d'un moment. Ça s'ouvre et on se dit, oh, j'ai accepté des trucs comme ça avant, mais c'est fou. Et quand on regarde en arrière et qu'on se dit, mais attends, j'ai toléré des comportements comme ça, où des partenaires, ils me parlaient sur ce ton, où j'ai vécu des violences sexuelles, où j'ai vécu des agressions sexuelles, et bon, bah là, on peut pas faire grand-chose, ça dépend de l'âge qu'on a, mais de se dire, bon, bah cette personne m'impose le silence, ok, on va pas faire de vagues, et enfin, je sais pas, on est dans un état parce qu'on n'a pas réussi à avoir l'outil ou la connaissance qui permet de se proposer à soi-même une alternative, de se dire si quelqu'un réagit comme ça, je sais comment je dois répondre à ça. Si quelqu'un me parle comme ça, je sais quelle réponse je dois avoir à ça. J'ai l'impression que comme on est souvent pris par surprise ou au dépourvu dans une situation problématique et de manque de respect, on va être tétanisé. C'est une réponse de survie évidemment, il y a soit l'attaque, soit la fuite, soit le fait d'être tétanisé, d'être immobile, d'être momentanément paralysé quoi. Ça fait partie des protections du cerveau quoi. Il pense que c'est sa meilleure stratégie pour survivre alors qu'il aurait pu fuir ou attaquer. Enfin voilà, on fait comme on peut. Ces trois modes de survie, ils sont totalement interchangeables en fonction des situations. On n'est pas que tout le temps en mode attaque, que en mode fuite ou que en mode paralysie. En fonction des situations, ça bouge en fait. Et on n'a pas le contrôle dessus malheureusement. Ou alors peut-être il y a un entraînement spécial militaire dont je n'ai pas connaissance, mais moi je sais que pendant pas mal de situations, concernant mon rapport au corps et mon rapport à l'homme, il y avait souvent ce truc d'être figé. D'être figé et de vivre des maltraitances sexuelles ou vivre des maltraitances émotionnelles, parce que ça correspond à un schéma de l'enfance, à une situation où l'enfant, tel qu'il était à ce moment-là, tel que moi j'étais dans mon état d'enfant, c'était peut-être ma meilleure option que j'ai imaginée. Qu'il faut se recroqueviller, mais il faut pas bouger. Peut-être ça passera plus vite. Ou je sais pas, des trucs où on se dit qu'on n'a pas le choix, ou quelque chose comme ça. Et du coup, par rapport à ces différents modes de survie,
on va adopter la stratégie qui est accessible au moment. Mais heureusement, après, une fois qu'on apprend à conscientiser certaines choses, qu'on est capable d'apporter notre réponse, un comportement alternatif, c'est comme si c'était plus facile d'indiquer à son système, à son corps, de dire « Ok, là tu te souviens, on a dit qu'on pouvait donner notre réponse. On a une alternative. » Et je trouve que c'est comme ça qu'on sort des comportements dysfonctionnels ou abusifs, parce que là, à ce moment-là, on a une autre solution possible. On n'est plus pris au dépourvu. Mais ça prend un certain temps. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il faut vivre ces confrontations traumatiques pour se dire, ok, il n'y a pas mieux que être victime de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quoi d'autre est possible pour se dire, ok, j'ai capté, il y a ça. Donc, allez, la prochaine fois, je sors ce joker. Imaginons, voilà, on est dans la rue. Il y a quelqu'un qui nous nuit, qui essaie de nous voler notre sac à main ou je sais pas quoi. Donc c'est traumatisant si jamais la personne arrive à l'obtenir et elle se barre et elle peut nous blesser au passage, ou ça peut être traumatisant pour nous parce qu'on a été dans cette impuissance de pouvoir répondre pour se défendre. On peut pas se défendre, on est figé, personne n'a pu nous aider, enfin bref, il y a cet état d'impuissance qui fait que pour nous c'est traumatisant. Et à l'inverse, quelqu'un, je sais pas moi, qui a fait des arts martiaux, qui a une autre condition psychologique, d'autres ressources, ça lui arrive, je sais pas moi, elle va avoir un réflexe qui va être de fuir, donc du coup elle va pas se faire voler, donc ça sera moins traumatisant, ou d'attaquer parce qu'elle sait faire et que elle a pris ses précautions et qu'elle s'est pas mis trop en danger, et que du coup c'est moins traumatisant parce que la réponse à cet événement-là n'a pas été subie comme un échec quelque part. Et du coup, moi, c'est là que je me dis que dans ma vie, le fait d'être résilient, c'est aussi apprendre à donner une autre réponse à une situation à risque pour que quand je pose cette limite ou que quand j'adopte ce comportement, que ça vient changer la réponse à l'événement et qu'il ne sera pas traumatisante. Dans cette idée de trouver des alternatives à des situations à risque, ça permet aussi d'éviter ces états émotionnels qui nous font plonger dans un gouffre, qui nous font nous sentir vraiment en dessous de tout, d'être vraiment dans un état de faiblesse, d'être dans un état de non-retour. On se dit que notre existence, elle est vraiment dans une souffrance, dans un chaos. On comprend pas qu'est-ce qu'on fout là, et on comprend pas à quoi ça sert de vivre. On perd le goût de vivre et que évidemment, le suicide apparaît comme la solution, le saint graal, de se dire mais oui, je vais partir, ça ira mieux, mais qu'est-ce que j'ai attendu avant de trouver cette solution miraculeuse? Et du coup, pour moi, j'avoue, dans ma vie, il y a eu des phases de désespoir profond, de me sentir pas à ma place dans cette existence, ni dans cette famille, ni dans les études que je faisais, ou je sais pas, dans plusieurs endroits, plusieurs contextes différents, ou dans la relation amoureuse dans laquelle j'étais, de me sentir en décalage profond avec mon alignement personnel, mon idéal de vie, de ce que j'ai envie de ressentir, de la réalité que j'aurais envie d'avoir, et de me dire mais ça ressemble pas du tout à ça, ce que je voulais, et c'est éclaté. On regarde à gauche, à droite, et on se dit mais c'est de la merde. Et du coup, il y a ce truc de se dire c'est trop moche, je peux plus supporter de voir cette mocheté, et avec cette hypersensibilité de tout exacerber, de tout ressentir très fort et d'avoir des pensées qui vont dans tous les sens et d'être perméable à plein de choses invisibles qui nous entourent et peut-être absorber la pensée morose d'autres gens autour de nous, de sentir vraiment englué dans un schéma de pensée qui est vraiment asphyxiant pour nous, et de sombrer comme ça dans un truc hyper lourd, très dense, et d'avoir du mal en fait à émerger de cet état, à rester longtemps dans des états dépressifs comme j'ai pu connaître au début de ma vie de jeune adulte, et de me dire putain mais j'ai trop envie de crever, ça serait trop bien quoi. Oui, quand il y a des gens qui meurent, de dire oh non la chance, et c'est des trucs lunaires, irrationnels, et de me dire moi aussi je veux me barrer d'ici, et du coup de se dire mais ça va pas d'avoir un raisonnement pareil. Mais qu'est-ce qui peut nous retenir comment on peut mieux apprécier l'existence? Comment est-ce qu'on peut se sentir plus en joie? Comment est-ce qu'on peut vivre avec plus de saveur son quotidien? Comment on peut avoir des relations plus nourrissantes, plus vibrantes? Comment on peut faire pour se sentir beaucoup plus nourri, avoir une vie vraiment lumineuse? Enfin, c'est pas possible de juste avoir envie de crever, quoi. Et du coup, mon cheminement, c'est un peu ça, quoi. Comment je peux vivre ma vie
sans avoir envie chaque jour quand je me lève d'avoir envie de crever. C'est terrible à dire. Je le dis avec le sourire, mais avec beaucoup d'autocompassion. Parce que vraiment, il y a des jours où j'étais là, genre, mais ok. Les médicaments, la corde, le fusil, je prends quoi? Et du coup, c'était des vraies réflexions. Hein. Et j'étais là, genre, mais c'est quoi le moins douloureux? Enfin, bref, c'est abusé hein, d'en arriver là. J'essaie de démystifier le truc parce que pour moi, c'est ok d'avoir des pensées suicidaires et de se sentir tellement désespéré que ça paraît être une solution vraiment soulageante. Mais heureusement, heureusement que j'ai réussi à m'extraire, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un état qui nous plombe. Il y a vraiment ce truc où on a un boulet au pied, ça nous draine. Enfin, c'est un état où après, je pense qu'énergétiquement, les gens ils le sentent autour et alors qu'on a besoin le plus d'aide, c'est là où on fait le plus de vide autour de nous et il y a vraiment un truc où c'est repoussant. C'est des énergies repoussantes et après, en plus, quand on est isolé et quand on vit ça, ah mais c'est une spirale de l'enfer. De sentir le rejet, plus cet état-là où soi-même, ça fait longtemps on s'est déjà rejeté soi-même, recevoir le rejet, puis après rejeter les autres parce qu'on ne sait pas communiquer et une spirale vraiment infernale. Et donc comment on fait pour apprendre à mieux relationner, à mieux verbaliser, à gérer ses émotions, à trouver des façons de voir la vie de manière plus savoureuse, plus joyeuse, plus lumineuse, plus vibrante. Ah mais voilà, tout un cheminement dont je vous parlerai au prochain épisode parce que du coup là je me rends compte que j'ai plus assez d'énergie pour continuer cet exercice dans des bonnes conditions. Et donc je vais écouter la part de moi qui se sent fatiguée et je vais lui donner un peu de repos, une petite pause et la prochaine fois je continuerai à en parler plus amplement avec les techniques qui m'ont aidé, les rencontres que j'ai faites qui m'ont vraiment m'ont sauvée. Franchement, elles m'ont sortie du gouffre. Parce qu'en plus, moi, j'ai vécu dans une famille religieuse très pratiquante. Et pour moi, aujourd'hui, la spiritualité, elle a un impact décisif dans ma vie de tous les jours. Elle me soutient, elle consolide mon bien-être. Parce que j'ai trouvé une spiritualité qui correspond à mes valeurs et qui correspond à ma personnalité. Et malheureusement, la spiritualité telle qu'on me l'a proposée quand j'étais enfant et adolescente, elle était d'une certaine forme qui ne correspondait pas. Et du coup, j'étais dans un rejet total, j'étais dans une révolte, j'étais dans une rébellion et j'étais dans une volonté d'aller à contre-courant, à contre-sens. J'étais adolescente, quoi. Parce que j'ai été éduquée dans une famille chrétienne protestante et pas catholique. Dans ce côté protestant, il y avait vraiment ces injonctions à la pureté, à la perfection, au communautarisme, à se conformer aux principes bibliques, à être le bon chrétien, à être la personne parfaite, à être la personne qui va évangéliser les autres à l'extérieur, à être la personne quelque part supérieure aux autres, les gens du monde qui n'ont rien compris à la vie, sous-entendu, enfin je sais pas, il y avait vraiment cette arrogance quelque part, comme si nous on a compris la vérité, la vraie, et les autres ils sont paumés et il faut les éduquer. Moi cette dissonance en fait dans la spiritualité telle qu'on me l'a présentée et telle que moi je le ressentais à l'intérieur, enfin, moi c'était pas ça pour moi la spiritualité d'écraser les gens parce qu'ils pensent pas comme moi. Donc il y a cette volonté de vouloir aller par-dessus l'argument de l'autre personne pour lui dire non tu as tort, moi j'ai raison, regarde c'est comme ça qu'il faut interpréter ce verset et là non c'est pas comme ça que Dieu a dit que, et on rentre dans un débat d'idées et un débat philosophique ou un débat religieux qui fait qu'on ne respecte pas la sensibilité de la personne en face de nous et on essaie de lui expliquer que sa façon de percevoir le réel est inadéquate, voilà. Et c'est tout aussi violent que de dire à quelqu'un ce que tu ressens n'est pas réel, c'est dans ta tête. Et ce truc là de dire à tous les gens qui correspondent pas au profil du bon chrétien de base hétérosexuel, j'ai trouvé ça hyper violent comme discours de condamner les gens à un enfer éternel parce qu'ils ont des goûts sexuels différents et de dire que voilà, les gens qui aiment les personnes du même sexe
vont en enfer. Voilà, tous ces gens-là, ça part en enfer. Et on peut se permettre de les lapider, on peut se permettre de lapider les femmes adultères ou je sais pas quoi. Enfin, une espèce de violence comme ça, banalisée, normalisée, entretenue aujourd'hui encore dans certaines cultures. Et je me dis, mais c'est ça la spiritualité pour vous? Envoyer des gens en enfer parce que ça correspond pas à votre façon de penser et les tuer comme ça à petit feu, pierre après pierre, parce que ça heurte vos principes ou je... Non. Du coup, il y a des trucs où j'ai dû faire un tri, où j'ai dû me dire, ok, ça je prends, ça je laisse. C'est pas possible. Du coup, ma spiritualité aujourd'hui, elle est sur mesure parce que vraiment, il y a des trucs où je suis vachement d'accord au niveau bouddhiste, il y a des trucs où je suis vachement d'accord au niveau protestant, des trucs où je suis vachement d'accord au niveau simplement philosophique. Et je me dis, attends, je fais ma petite tambouille et voilà, c'est ça ma spiritualité. Et du coup, je me dis, vaut mieux en avoir une parce que ça permet de tenir. Sinon, dans cette existence, il y a trop de raisons de désespérer. Donc, il faut une puissance supérieure qui nous inspire, qui nous permet de sentir l'invisible autour de nous qui a du poids, qui a une efficacité. Parce que se dire qu'on est tout seul sur Terre et qu'on est livré à nous-mêmes et que la violence qu'on a à l'intérieur de nous, d'autres personnes aussi l'exercent à l'extérieur d'eux, et on a un monde totalement violent, des guerres tout le temps, à toute époque, ça n'arrête pas. On n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur comment ne pas générer des guerres et comment discuter sans violence, enfin voilà. Et s'il n'y a pas cette croyance et cette certitude que oui, il y a plus grand que nous, on est inspiré d'une énergie divine et qu'on est capable de faire des choses, on n'a pas le souvenir qu'on est capable de ça, mais on a des ressources en nous et on est capable et on a du pouvoir et puis on peut transformer, et puis on peut s'inspirer de cette conscience qui nous permet d'aller plus loin, d'évoluer et que on n'est pas tout seul, on est une équipe spirituelle personnalisée. Heureusement, j'ai réussi à me reconnecter à ça après. Et vraiment, ça m'a encouragée à continuer de vivre et à aimer continuer de vivre et à sortir de la dépression, à sortir de certaines pensées limitantes, enfermantes, morbides, négatives. Enfin voilà, ça m'a aidée à sortir de cette réalité pour moi qui était suffocante et de me dire, bah ok, la vie c'est ça, si merde. Et de pas comprendre le sens et de pas comprendre la joie. Où est-ce qu'elle est cachée? Où la joie? Je comprends pas. On la cherche, on la cherche. On ne sait pas où elle est, ni pourquoi on devrait être joyeux. Qu'est-ce qui peut nous rendre dans la joie? Nous faire vibrer la joie? On ne sait pas. Mais heureusement, j'ai réussi à trouver plein de pratiques qui m'ont aidé à reconnecter à ça. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de guérir et c'est de sortir du gouffre et de sortir de cet enlisement et de cette négativité et de ce désespoir, et vraiment c'est de changer ses réalités quoi. Donc moi je vous encourage à, même si vous ne l'avez pas vécu, même si c'est pas familier pour vous, d'être dans cette force d'imagination, de savoir qu'il y a mieux qui vous attend et de le construire dans votre tête et on va le visualiser tous ensemble. C'est ça qu'on va faire. Et qu'il y a toujours le choix. Il y a toujours le choix, mais c'est pas toujours confortable. Sur ces paroles prometteuses, je vais vous souhaiter une merveilleuse journée et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!